Top. En fait, elle m'a dit les caméras font Juste la petite traditionnelle phrase d'introduction, c'est que pensez à éteindre vos portables. Merci pour elle et bon spectacle.
On a encore une personne qui arrive, on pourra rentrer quand même. Il est en route. Il reste une place au fond. Ouais, et là, juste là. Bonsoir. Je me mets là. C'est bien là comme endroit où se mettre. Je crois que c'est bien. On peut toujours changer d'endroit de toute façon, si jamais on change d'avis. Je mets mon sac là. Pareil, ça peut changer. Dans mon sac, j'ai les boîtes. Mon sac, c'est un peu la boîte où je range les boîtes. J'ai tout ce qu'il faut, donc. J'ai tout ce qu'il faut, vous êtes là en plus. C'est bien. Je vais parler. Sortir des mots de moi en dedans. Je vais en avoir plein les dents, j'espère qu'ils vont pas trop gicler sur vos cardigans. J'espère que c'est paisible comme truc. Qu'on va pas s'affronter, que ce sera pas une lutte pensée avec des sentiments en dessous, des valeurs en dedans et surtout des messages à travers. Je vous le dis tout de suite que ça vous rassure, j'ai pas de message. Pas de message à faire passer, ni à faire, tout court. Ça. Je vous dis tout de suite que ça vous rassure, j'ai pas de message à faire passer, ni à faire, tout court. Pas besoin de ramener vos enfants, j'ai pas de message. Pas besoin de ramener vos enfants, d'ailleurs, le mien à moi d'enfant, je l'ai perdu. Enfin, je l'ai ramené quand même dans la boîte, mais ici, je ne viderai pas mon sac, même si je le voulais, il n'y aurait pas assez de place. C'est paisible, alors pas de grands émois, ce soir, pas de théâtre. C'est juste un endroit sous un restaurant où passer un moment. Bon, c'est bien, je vois qu'on est d'accord. Quand on dit oui, on est d'accord, on ne sait jamais sur quoi, mais enfin, l'important, c'est d'être d'accord. Pas d'état, pas d'âme, pas d'opinion. On se sert de la grammaire, on se sert de la syntaxe, on tient. Il faut parler pourtant, parler de toute façon. Je n'ai pas le mot qu'il faut. J'ai un seul mot qui manque. C'est celui qui dit qui je suis. Le mot doit être quelque part. Mais depuis que je suis cette personne-là, celle qui a besoin du mot, je n'ai pas trouvé. Peut-être vous allez vous prendre les pieds dedans, le mot en question, le mot en passant. J'étais fille de lettres, j'étais femme d'esprit, je suis mère sans enfant. J'ai commencé les souvenirs. Les tripes débordent. Non.
J'ai prévu de ne pas déborder, alors j'ai tout bien rangé. Je les ai bien rangés, mes tripes. Dans la boîte aux tripes, à côté de la boîte aux rêves. Là, sur la cheminée. Les 2 boîtes à intervalles réguliers sont posées. Il n'y a plus de feu dans la cheminée, mais il y a encore la cheminée, alors j'ai mis les boîtes sur la cheminée. Oui, j'ai tout bien pensé, pas toi. Hop. Tac. D'abord, j'ai tout bien pensé. Après, j'ai rangé le bazar pour que se voit mieux le désordre. Après, j'ai rangé le désordre pour que se voit mieux le vide. Après, j'ai voulu combler le vide en mettant du désordre. Après, j'ai remplacé désordre par chaos, alors j'ai tout dérangé. Après, je me suis dit que c'était du gâchis de tout déranger, le rangement du désordre, comme ça. J'étais à la patinoire pour la première fois. Je m'accroche au bord et j'ai chaud, alors que dans une patinoire, il fait froid. Les patineurs patinent devant moi, je mouline devant les patineurs. Les heures passent et je n'ai pas bougé. Les heures passent et avec elles, les minutes. Et je suis toujours là. On ferme, ils disent, mais je ne bouge pas. On ferme, ils disent, mais comment sortir avec des fers aux pieds, avec des fers aux pieds sur une banquise? Je veux bien, moi, sortir, je ne demande que ça. Les patineurs et leurs patins sont partis. Les patineurs et leurs patins sont partis depuis longtemps déjà. Moi, je suis là. Sur la glace, il y a leurs traces. Les genoux sur le verglas, à 4 pattes, avec la main sans gants, je les efface. Le soir, au souper, ma mère me demande seulement pourquoi j'ai les doigts gercés. À la patinoire, cette patinoire-là, j'avais 13 ans, mon fils, jamais tu ne les auras. Au souper de tes 13 ans, je t'aurais demandé, moi aussi, pourquoi. Vous aimez bien les histoires? Contre la déprime, c'est un sacré exutoire, ils disent. Je n'ai toujours pas compris. Il n'y a rien à comprendre, ils disent. C'est la vie. Oui, ta mort, Simon, c'est la vie, au fond. La scène, je la connais. Au réveil, la scène est déjà là dans les tempes à défiler sans craquement. Jusqu'au café, elle est là à s'étirer. L'élastique se resserre et s'étire sans cesse, se resserre et s'étire sans cesse. C'est la vie. Le téléphone, qui était orange, sonne. On me dit... Il y a eu un accident. Un accident. Oui, un accident. Un accident est vite arrivé. Vous savez, un accident est vite arrivé. Oui, c'est la vie. Oui. Même dans les activités des enfants, même le mercredi, il y a des accidents. Oui, c'est la vie. Oui.
Je n'ai jamais raccroché. Sur mon oreille, le combiné est resté collé. Quand le téléphone orange sonne, d'abord je sursaute, puis je m'étonne comment le téléphone orange peut sonner, alors que je n'ai jamais raccroché, mais non. Des fois, les gens appellent comme ça sans raison. Il n'y a pas eu d'accident, mais ils appellent quand même. Il n'y a pas besoin d'accident pour appeler quelqu'un sur son téléphone orange. Tu es parti le matin, ce matin-là, tu es parti, c'était le matin, et puis le téléphone orange a sonné, et bim, c'était l'accident. C'était l'accident qui était vite arrivé. Alors, je me force à répondre maintenant. Je dis « Allô ». Allô est le mot le plus bête et le plus terrifiant. Allô, la vaste chanson des mers du monde. Tu n'es pas revenu. Pourtant, quand tu es parti, c'était pour revenir. Il faut laisser partir les enfants. Il faut les laisser rentrer aussi. Je me surprends en train de t'attendre. Je fais semblant de ne pas, mais en fait j'attends. Je t'attends au cas où. À toutes les sonneries, c'est toi. Toute sonnerie est un risque de fils. Toute sonnerie est un fils fantôme. Le téléphone, l'interphone, le klaxon, le micro-ondes, le réveil, la sonnette, il y a des sonneries tous les jours, tout le temps. Ça sonne, mais ça ne sonne pas forcément la mort d'un enfant, ça sonne comme ça, souvent, alors que je n'ai jamais raccroché. Ce jour-là, tu allais à l'école. À l'école, c'est là où vont les enfants. Tu allais à l'école comme un enfant, donc, comme l'enfant que tu étais, et que tu seras toujours à partir de désormais. Sur le seuil, je t'ai donné un pot de confiture et du pain dans un petit sac. J'ai cru que ce serait bien pour le goûter. Je n'étais pas très bonne mère avant, maintenant je suis juste pas très bonne. Un pot de confiture que j'avais bien fermé, parce que toujours dans les cartables, les goûters coulent. Le pain refroidit, les poches se trouent, les goûters coulent. Les goûters coulent dans les cartables, ça je le savais, les goûters coulent. Alors, comme je voulais pas que tu te fasses avoir, j'ai fermé beaucoup ton petit pot. Tu l'as pris dans ta main, aussi petite que le pot, et puis, comme il faut laisser partir les enfants, tu es parti avec ta capuche et ta tête dedans, tu es parti avec ton cartable et ton pot de confiture dedans. J'avais hâte qu'il mange son pot de confiture, la confiture qui était dans le pot. J'avais hâte surtout qu'il revienne, la confiture au bord des lèvres, et qu'il me raconte comment c'était le goûter à l'école avec les autres enfants, et les autres goûters des autres enfants, et leur goûter à eux qu'ils avaient ramené dans leur cartable. Et j'avais hâte qu'il me raconte comment les autres avec leur goûter collé au cartable, ou les autres qui n'avaient pas de mère qui préparait les goûters, les autres avec leur goûter jetable. J'avais hâte qu'il me raconte comment son petit pot de son cartable, il l'avait sorti triomphant. Comment triomphant était le pot quand il avait sorti du cartable, et qu'il avait goût de la maison, et qu'il avait goût de sa maman. Alors j'ai attendu sur le rebord de la fenêtre. Ah non, je ne faisais pas ça avant. Quand Simon était vivant, que faisais-je alors? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que font les gens quand ils attendent. Je crois qu'ils font semblant d'avoir autre chose à faire que d'attendre. Je crois que c'est ce que font tout le temps les gens. Ils attendent, mais pour pas qu'on se dise... Tiens, ils attendent, ils font comme s'ils avaient des choses à faire qui justement n'étaient pas attendre, mais faire des choses qui prennent du temps et de la tête et de la place et surtout du temps. Ah, c'est le temps qui manque, ils disent. Mais en fait, ils attendent. Et puis tu es rentré de l'école. C'était là où tu étais. Et je t'ai vite ramassé sur le seuil et mis sur les tabourets qui étaient bleus dans la cuisine qui était rouge. Et je t'ai demandé, alors c'était comment le goûter? Et j'attendais que tu me dises, maman. Toujours, il fallait que tu dises maman avant de raconter quelque chose. Comme toujours, il faut dire le prénom de celui que tu aimes pour lui dire « je ne pourrais pas être à toi ». J'attendais que tu me dises « maman, merci pour la confiture, aucune autre maman n'y a pensé et je l'ai mangée au goûter et mon pot n'a pas coulé parce que moi, mon pot était bien fermé et j'étais le seul à ne pas avoir au pantalon le cartable collé ». Mais tu n'as rien dit, Simon, c'était ton nez à toi qui coulait. Le nez qui coule, c'est les larmes des enfants. Quand un nez coule, c'est comme des yeux qui coulent, sauf que c'est pour les enfants, c'est une histoire de format. Mais encore, je parle de moi et de mon attente, quelle atroce tendance, alors que c'est ton souvenir, sinon si tu le racontais, tu serais un bon vivant. Il pleut dans la cour, ton nez coule dans la cuisine, il est 17h, tu rentres de l'école. J'attends. Ça y est,
Tu cries et tu donnes des coups de pied. Cris et coups de pied sur le carrelage de la cuisine, l'enfant enrage et la morve valse. La mère se dit, peut-être la confiture est-ce démodée. Pourquoi tu pleures? C'est bête comme question, comme s'il fallait toujours pleurer pour une raison. La honte, hurle l'enfant. Tout le monde mangeait son goûter et moi je ne pouvais pas manger le mien. Pourquoi tu ne pouvais pas, Simon, manger ton goûter? Je te l'avais donné exprès et justement. Un pot de confiture abricot avec sac à part peint dedans pour que de belles tartines oranges tu manges avec d'autres enfants. Mais c'est mon fils, son nez coule, il est 17 h, alors je dis seulement « Pourquoi Simon ?» Il hurle, plus je dis « Simon », plus il hurle, je ne pouvais pas le manger ton goûter et je ne pouvais pas l'ouvrir ton pot. Ça devient mon pot et mon goûter alors que je voulais que ce soit son pot et son goûter à lui justement. La honte, crie l'enfant, tout le monde mangeait ses goûters normaux, il dit. Des gueules de goûter tout faits avec des emballages qui, eux, s'en vont, des gueules de goûter de garçons. Ah. Tu étais donc tout seul au milieu des enfants satisfaits de leurs goûters lisses et faciles à manger, faciles à ouvrir comme le sont leurs mamans aux cuisses fines, au vrai métier, au vrai goûter, le goûter grotesque, le goûter gâté, gâté comme ces enfants qui gazent, gâteau gras dans gosier, je dis. Au moins la confiture n'a pas coulé. Simon n'a pas ri. Hop, dans la boîte aux souvenirs, les pots à l'abricot dans les boîtes à goûter, les boîtes à goûter dans les cartables, et toutes ces boîtes emboîtées dans la boîte à souvenirs. Bonsoir. J'étais quelqu'un avant, mais je n'arrive pas à retrouver qui c'est. Peut-être qu'il me faudrait aussi une boîte à idées pour savoir qui est cette femme qui range des boîtes vides. Suggérez-moi quelque chose à vivre, je vous écoute. Vous? Pas d'idée. Les insectes du sommeil, noirs avec des pattes, noirs au réveil, c'était tes poux. Enfin, les poux que tu avais sur ta tête. Des poux, tu en avais plein, on a toujours plein de poux quand on en a. Oui, toi aussi, tu en avais plein, toi aussi, car avant de mourir, tu étais un petit garçon bien sous tout rapport. Rien en toi ne sentait la mort. Tu avais donc droit, comme un petit garçon qu'il n'y a pas besoin d'épargner, tu avais donc droit aux morves, aux poux, aux ballons prisonniers, tu avais droit à tous les parasites mignons de la cour de récré. Ça te grattait, et quand on est une mère et que le fils se gratte, on a envie de dire « ça passera », et on le sait pourtant et partout qu'il faut mettre la main à la pâte et y aller dans le crâne, celui qui écarta nos pattes, il faut y aller, écarter les belles boucles blondes. À la télé, tu regardais un dessin animé. Ça m'arrangeait, j'aime encore les dessins animés. Je te posais sur le tapis qui était à poids, devant la télé qui était carrée, et je te mettais un dessin animé avec des princesses et des robes. Les princesses étaient dans les robes, et il y avait des chevaux et des sabots, les sabots étaient au bout des chevaux, et il y avait un prince, le prince. Et du bruit et de la clameur et de l'esclandre. Je pouvais regarder tranquillement le dessin animé parce qu'on croirait que c'était mon fils qui le regardait, parce que c'est ce que font les fils et surtout les enfants. Et alors, les mères surveillent pendant que les fils regardent. Mais moi, je regardais le dessin animé pendant que tu surveillais la télé. Bref, quelque chose n'allait pas. De toute façon, j'ai cassé la télé depuis. Pendant que tu surveillais ta mère en train d'aimer le prince qu'il y avait dedans, ça te grattait. On regardait la fin du dessin animé d'hier. Regarde, il bouge aussi vite qu'hier alors qu'on les a arrêtés si longtemps, maman. Toujours dire maman quand tu faisais des découvertes importantes. C'était une cassette. Tu en avais plein, on écrivait le nom dessus au crayon. Tu adorais gommer. Silence, je gomme, Simon dit. Tu me demandais des nouvelles gommes. Tu en as des gommes déjà, Simon. Regarde dans ton tiroir à gomme, à côté de ton armoire à crayons, qui, hélas, était vide, cette armoire que je t'avais mise exprès et justement pour tes crayons, parce que je voulais que tu écrives, Simon. Mais tu étais quelqu'un d'autre qui n'était pas moi, tu n'étais pas moi du tout. Quelle atroce tendance, alors tu préférais ton tiroir à gomme qui était plein à ton armoire à crayons qui était vide. On regardait le dessin animé, pas la cassette, et toi tu disais « ça gratte, ça gratte ». Tu me dérangeais, mon fils, je voulais savoir si la princesse serait transformée en cygne, et toi tu disais seulement « ça gratte, ça gratte ».
Ça gratte tellement que je n'arrive plus à regarder le dessin animé et n'arrive plus à surveiller la télé. Celui qui me regarde s'anime et je ne sais plus quoi surveiller. Quelque chose dysfonctionne. Le tapis est toujours à poids et la télé est toujours carrée, mais ça gratte au fils et la mère doit y aller de ses 2 mains dans la jungle de tes cheveux. Simon, comment ont-ils pu pousser autant sans ma permission? Et je sais très bien que c'est des poux qu'il y a grouillant dans la jungle de tes cheveux, Simon. Alors je fais semblant d'avoir autre chose, une chose de mère à faire dans la cuisine. Je procrastine, je n'ai pas non plus envie de ranger la cuisine. Avant, je ne rangeais pas, je n'avais pas commencé la mise en boîte. Alors je reviens, fatalement toi, tu n'as pas bougé. Tu bougeais peu, c'était pratique pour te retrouver. C'était pas pratique pour te fuir. Et j'imagine l'époux valsant qui rigole bien de sa mère qui a peur d'avoir des lampes jusqu'aux dents. Sois une mère pour ton fils. Je reprends la douce torture. J'écarte les boucles blondes en me disant très fort: quel beau cheveu il a, Simon, quel beau cheveu ton fils. Les poux n'y pourront rien à la beauté des cheveux de ton fils. Les poux n'y pourront rien. Et cependant, les voilà déjà à la racine se déplaçant de côté en bande sur le crâne quand dedans juge jadis. Ils rigolent bien, les poux, de me voir pâlir. Je lève les yeux. Dans la télé, la princesse ne peut toujours pas transformer en cygne. Simon, dans sa salopette, attend sagement que sa mère lui fasse signe. Je lui donne une compote, comme si la compote allait changer quelque chose. C'est déjà ça que les poux n'auront pas. La nausée, mais je peux pas me dire que mon fils me donne la nausée. L'enfant, mangeant compote, continue sa gratte à dire. Ça y est, c'est la pleine lune. Le prince se pointe, j'attrape l'enfant par la salopette, j'ai peur que les poux prennent de l'élan et pourrissent son assiette, et je le plonge tête dans la bassine en lui tenant les cheveux de sa tête. Il dit: tu fais quoi, maman? Et ça m'a échappé, là, au-dessus de la cuvette qui était verte. D'ailleurs, toutes les cuvettes sont vertes. Oui, c'était une cuvette, plus qu'une bassine. C'est moi, atroce, qui tombe comme ça, plotte. Je dis: ça me dégoûte, tes poux, Simon! Quoi, dit l'enfant? Il dit quoi? Mais il a entendu. Atroce tendance. Ce ne sont pas ses poux. Et jamais, jamais ton fils ne te dégoûte. Atroce, atroce tendance. Je ne dis plus rien, frénétique. J'arrache un à un les parasites, alors que c'est impossible d'arracher un à un les parasites. La lotion partout, le coucher, la lotion puante sur l'oreiller. Au réveil, ramasser les poux qui sont tombés, les jeter par la fenêtre, vomir, se recoucher. Au petit déjeuner, il dit: maman, je leur ai donné des noms. Ce matin, il m'en manquait. Il me manquait Arthur, Norbert, Gaston. Arthur, Norbert, Gaston, les amis du crâne de mon fils. Je me demande ce que font les mères en ce moment. Pendant que je vous parle, les mères dans leur résidence secondaire avec leurs jolies surfaces et leurs fils galopants. J'ai un problème avec les mères maintenant. Pas qu'avec la mienne, je veux dire. Prendre une douche pour se laver la tête, ils disent. Se laver de l'intérieur. Se frotter la trachée, mais rien, on sort de la douche. Avant de sortir, on ferme l'eau. Enfin, on ferme le robinet. L'eau, alors, s'arrête de couler. On ouvre le rideau, on voit que plein d'eau a coulé à côté, coulé de la baignoire en dehors, alors qu'il y a des rideaux exprès, justement, et rien, on en sort aussi crade qu'en rentrant. Voire pire, parce qu'il n'y a plus d'excuses. On est reluisant, le cheveu lisse et la cheville astiquée, et rien, propre en dehors, pourri en dedans. Y a-t-il quelque chose de plus effrayant que de se laver la tête? Quelque chose de plus terrible? Les sportifs, ce sont ceux qui font du sport pour le plaisir, me font peur quand ils me sourient, dégoulinant. Ils me sourient, les hormones en dehors et les pourritures en dedans. Ils me sourient et me disent: tu devrais essayer, prénom, ça fait du bien, ça te vide la tête. Même pas ça te la lave, mais carrément ça te la vide. Se laver la tête une fois vidée, je ne sais pas si ça vaut le coup. Je ne comprends rien aux mots qui sortent de leur bouche, à ces sportifs bienveillants, et oui, c'est ça. C'est ça, ils sont bienveillants. La bienveillance, c'est terrible. Je t'avais dit, Simon, disparaît si une fille te dit « je veux ton bien ». Tu as un peu exagéré, Simon, fallait pas disparaître autant, c'était juste un conseil de maman. C'était pas la peine, Simon, d'en faire tout un enterrement. Ton enterrement... Parlons-en. Le cimetière en fleurs, la chaleur. Il faisait beau, c'était obscène. Je voulais que tempête, vent, noirceur, nuit des temps. Mais non, il faisait beau. C'était un jour normal, le monde tournait vite, les gens existaient, pareil qu'avant, et moi j'étais là à écouter ce que je ne pouvais pas entendre. C'est une belle journée, ils disent.
On enterre Simon, 12 ans, il fait 33 degrés, il n'y a pas de vent. L'assistance a chaud. Certains murmurent « j'ai chaud », justement. Comme si avoir chaud ne suffisait pas, non seulement ils ont chaud, mais en plus ils le murmurent. L'assistance assiste à ton enterrement. On me dit « c'est vraiment injuste ». On me dit « la vie n'avait pas le droit ». On me dit « il était tellement mignon ». Je ne comprends pas ce qu'ils disent, je voudrais rire mais ça ne se ferait pas à ton enterrement, alors je ne ris pas. Je me mords très fort les joues en dedans. Ça transpire sous les costumes, en plus c'est en noir, ce qui n'arrange en rien l'ambiance de ton enterrement. Oui, tu aurais pu mieux choisir ton moment, mon fils. Les gens sont là à te transpirer devant. Non seulement c'était un peu tôt, personne n'avait prévu ça, mais en plus en plein été, tu perturbes tous les plans. Ce qui est prévu par les gens quand il fait chaud, ça s'appelle les vacances. Toujours prévoir les vacances, c'est ça qui compte. Comme ça, on a quelque chose de prévu. Tu ne savais pas avec la violente naïveté de tes 12 ans. Et ça suinte. Quand tout est bouclé, fils en terre, terre dans le cimetière, etc., on peut enfin aller bouffer. Bouffer, ça fait mal comme mot. On se rue sur le buffet, on mange un bout pour le goût, et puis on boit un coup pour faire passer le goût, et puis on mange pour tasser, et puis on boit pour enfoncer. Ça finit seulement quand le buffet est vidé. La salle au buffet, c'est la boîte à invités. Ça y est, on se demande ce qu'on fait dans la vie, où c'est qu'on fait pipi, tu connais le mort comment. Ça y est, l'ambiance est bonne. Par la porte de derrière, on ne pense pas assez aux portes de derrière. Je sors de la boîte à invités. Je pars retrouver ta boîte à toi, ta boîte bien emballée. Ma poche est lourde. J'ai volé une bouteille. Oui, je vole des bouteilles à mes propres soirées. Et je m'assois sur ta boîte et je bois la bouteille à la bouteille. Oui, je bois la bouteille à la bouteille sur ta boîte. Et enfin, le soleil se barre de cette journée. C'est marrant. Des fois, je marche dans la rue. Je marche dans la rue, là, d'autres gens marchent aussi, puisque c'est une rue. Ils marchent sur la rue et dedans à la fois. Ils vont comme ça, de rue en rue. Hein. Et où ils vont, ça, on n'a jamais su. Comme j'étais sa mère à Simon, quand il était vivant, il avait une mère, c'était moi. Je l'ai mis au monde, ils disent, il y avait le monde avant lui, je l'ai mis dedans. Je l'ai posé là, sur le carrelage, avec une petite voiture, un verre de lait, et c'était ça, mettre un enfant au monde. Comme j'étais sa mère, je devais tout savoir. Pourquoi les feuilles sont vertes et des fois rouges et des fois mortes? Qu'est-ce qu'il y avait en dessous du fond de la piscine? Et surtout, pourquoi les carottes n'ont pas le même goût que leur couleur? Pourquoi les choses n'ont pas le goût de la couleur qu'elles ont? Quel goût ça a, le orange? La nuit, tu avais rêvé du orange et ça t'angoissait. La frange collée au front, le pyjama froissé, tu me sautais dessus. Une mère est toujours prête à recevoir un fils bondissant sur elle, même quand elle dort, même de dos, même quand il y a dans son lit quelqu'un qui n'est pas son fils, ni le père de son fils, ni rien d'approchant. Tu me sautais dessus. Maman, maman, quel goût ça a, le orange? Et je devais savoir absolument, car on ne laisse pas un enfant cheveux collés dans l'angoisse, car on ne laisse pas un enfant cheveux collés au front, aux yeux si ouverts que ça fait mal à regarder. Tu te réveillais en sursaut, les cheveux également collés. Simon, mon petit comique de répétition. À 2h04, j'avais mis réveil. C'était l'heure de la question du orange, et du goût qu'a le orange, et de est-ce que la carotte a ce goût-là ou ça n'a pas de rapport. Je rêvais à mes réponses, je me mettais à goûter le orange. Tu m'as ouvert les yeux, Simon, en ouvrant si fort les tiens à 2h04 du matin. Oui, il y a la misère, il y a le politiquement correct, il y a le sida, mais il y a aussi ça, le orange, le goût qu'il a, et c'est quoi le rapport? Il y a aussi ça, l'inquiétude de l'enfant, l'ignorance de la maman. La première fois que tu m'as posé la question, au lieu de dormir dans le berceau, peluche dans main, biberon aux commissures, j'étais bien dépourvue, alors j'ai improvisé. C'est à goût de mucomiste, j'ai dit. Mais ça ne t'a pas fait rire. Le mucomiste, c'est pour que la morve reste en dedans. C'est un sachet, on l'ouvre, on verse la poudre, on met de l'eau. C'est orange. Les grains restent au fond du verre et dans la gorge, le goût reste toute la vie. Il y en a qui adorent, hein, qui boivent du mucomiste comme du cacolac. Mais toi, pas de peau, t'aimais pas.
Je te donnais le mucomyste en feintant, la potion magique, les joues qui rosissent, les fesses aussi qui rosissent, la sagesse qui assagit. Mais non, 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 non! La radicalité de Simon. Je repartais dans la cuisine, faire un truc de maman dans la cuisine, je faisais semblant. Je déplaçais des casseroles pour faire du bruit. Je geignais. Pourquoi ça, c'est pas au bon endroit, assez fort pour que tu entendes, que tu te dises, ma maman est une maman, elle sait y faire avec la cuisine, elle sait quand les choses sont à leur place, quand les choses ne le sont pas, ce qu'il faut faire quand elles n'y sont pas, les choses à leur place. Quand je revenais, tu avais pris toutes les serviettes de la table et tu les avais mises en tas, savamment, pour cacher le mucomyste. J'avais un air joyeux et contrit pour pas que tu vois que ta mère était un simulacre à casserole, qui parfois même cassait des verres exprès pour avoir quelque chose à faire qui ressemble à une tâche ménagère. Tu as bu ton mucomyste, Simon? Déjà, je vois que tu rigoles beaucoup à l'intérieur de toi-même, alors je répète. Tu as bu ton mucomyste, Simon? Tu luttes un peu, mais tu ne décroches pas, tu es un très bon farceur, tu t'es entraîné hier soir devant ton petit miroir, ça aussi, j'ai fait semblant de ne pas le voir. Finalement, tu dis... Oui, j'ai tout bu. Et toi, maman, as-tu bien rangé ma cuisine? Je lutte un peu, mais je ne décroche pas. Je suis une très bonne mère. Je me suis entraînée hier soir en rentrant de la gare. Ça, tu ne peux pas savoir. Finalement, je dis... Oui, très bien, Simon. On est là, on est assis là, face à face. On fait comme si de rien n'était. On attend que l'autre craque. On est très fort à ça. J'entends le mucomyste qui s'effervesce sous le tas de serviettes. Ceux qui suivent ont remarqué que j'ai dit que c'était du mucomyste en poudre, et là je dis qu'il s'effervesce. Vous vous dites, ça manque de rigueur. Ceux qui n'ont pas remarqué, vous ne le sentez pas piégé. Hein. Vous avez décroché où? Au Prince le Prince? Au téléphone orange? Bienvenue. À un moment, il va y avoir de l'action. Dans le mucomyste, il y a 2 formats. Niveau format, chez le mucomyste, c'est binaire. Il y a la poudre, il y a le comprimé. Mesdames et messieurs, ce soir, on se fait les 2 formats compressés. Poudre et comprimé se boivent ensemble dans le souvenir. Je reprends. Si je l'entends qui s'effervesce sous le complexe de serviettes, c'est que tu l'entends aussi. Forcément. Je ne dis rien. Tu ne dis rien. Soudain, tu te lèves pour aller dans la cuisine. Je vais me faire griller. Je vais me faire griller par mon fils, quelque chose dysfonctionne. Tu reviens en effet. Tes boucles blondes rebondissent. Quand tes boucles blondes rebondissent, c'est que tu sautilles et que tu veux pas le dire parce que tu es content en dedans, mais que tu veux le cacher pour la farce, justement. Tu as bien vu que rien n'était plus propre. Tu as bien vu que rien n'était plus propre dans la cuisine et que rien n'avait changé d'endroit malgré le bruit que j'y ai fait. Silence. Pshhh, fait le mucomyste. À la fin, on ira au-dessus, voir un mucomyste. Je crois qu'il sert aussi l'exomuc. Poudre, ça. À ta santé, si. C'est froid. On rigole. Décidément, ça en fait des souvenirs, un fils. Je pensais pas que ça en ferait autant. Tu étais blond. Tu aurais pu être brun. Je t'aurais aimé quand même. Sûrement. On me dit, tourne la page. Je ne comprends pas. Tourne la page, ils disent. Va de l'avant, ils disent. Je ne comprends pas. J'ai essayé, mais rien n'a changé. Peut-être que j'ai tourné trop tôt, peut-être que j'ai sauté une page. Tourne la page et, si t'as le temps, va de l'avant. Je ne comprends pas. Cette fois, ce n'est pas un sportif, c'est un artiste qui m'a dit ça. Depuis que je cherche le mot, celui qui dirait qui je suis, les sportifs et les artistes se sont mis à me parler. Les sportifs et les artistes me parlent. Les sportifs, ceux qui font du sport sans raison ou pour le plaisir, je crois que c'est pareil. Et les artistes, ceux qui s'écoutent parler quand ils n'ont rien à dire. Les artistes me regardent, les subventions jusqu'aux dents, me disent « ça m'inspire ta perte ». Au bistrot, et cette soirée avec des gens, l'artiste perte, c'est un bon exemple de question d'artiste. Ils se servent de toi comme un mur pour que leurs questions leur reviennent.
Ils se servent de toi comme un mur pour que leurs questions leur reviennent. Ils se répondent tout seuls, les artistes. Deux artistes face à face, c'est de l'écho qui dysfonctionne. Il dit que je l'inspire. Enfin, pas moi. La perte l'inspire. La perte, ça doit être moi, mais comment être sûr? Comment ce qu'on perd précisément peut nous définir? Ça, c'est une vraie question. Une question qui donc n'inspire pas les artistes. La perte m'inspire. Est-ce que je peux m'inspirer de ta perte? Est-ce que je peux m'inspirer de ta... Je ne comprends rien aux mots qui me parlent. Ses yeux bienveillants restent plantés là, le regard concerné. Concerné par quoi, on ne sait pas, mais c'est les concernés, c'est ça qui compte. Le front plissé par les soucis qu'il aimerait avoir. Pour l'inspi, j'ai l'impression que ça peut durer comme ça, jusqu'à la Saint-Valentin. Pourquoi je dis ça? Il dit que je l'inspire, alors j'essaye de mériter ma perte, j'essaie d'avoir l'air inspirée par cette perte. Cette perte qui est la mienne. Ça doit être un compliment, en somme, d'avoir la perte inspirante. On ne dit pas à toutes les femmes ça, hein? Cependant rien. J'ai juste chaud de toute cette énergie qui m'arrive dessus, en masse, celle qui cherche de l'inspiration et que mon cas fascine. Je ne réponds pas, il resserre du vin, je mets mon manteau. C'est ce que tu mets quand tu veux qu'une discussion avec quelqu'un qui n'est pas toi s'arrête. Tu le fais encore plus avec un artiste, parce que ce n'est pas une discussion justement. Tu es un mur, l'artiste, tant bien que mal, te rebondit dessus. Cet artiste-là, qui devait avoir l'habitude, conclut, car toujours l'artiste veut conclure. En tout cas, ça te va vachement bien. En tout cas, ça te va vachement bien, il dit. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai répondu. J'ai répondu, merci. J'ai dit merci à un artiste quand il m'a dit que la mort de l'enfant m'allait bien. J'ai dit merci à un artiste qui voulait voir comment c'était de pénétrer une femme originalement meurtrie, comment c'était de goûter de la blessure encore fraîche, comment c'était de baiser une mère sans enfant. Est-ce que ça lui faisait de l'inspiration? Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était navrant? Je lui ai dit merci et je l'ai entendu après. Je l'ai laissé gagner, Simon, je l'ai laissé gagner la guerre de l'inspiration. Je ne veux pas que tu sois source d'inspiration aux artistes qui n'en ont pas. Je ne veux pas qu'ils te rongent les os parce qu'ils sont aux abois. J'ai juste dit merci. C'est comme si je t'avais trahi. Ça va? Ça accroche? Vous voulez un gâteau? Il n'y en aura pas assez. On était au restaurant. Désolée. Ouais. On était au restaurant, tu avais pris un menu enfant. Car on était au restaurant, tu étais un enfant, il y avait des menus. La tête dans les frites, le col dans la bavette, il y a situation. S'il y a situation, c'est qu'elle est grave. Mais rien ne paraît grave avec du ketchup dans les narines. T'es à l'aise avec sur le front de la mayonnaise.
Tu ne savais pas encore, Simon, que lorsqu'on t'invite au restaurant, il ne faut pas avoir faim, surtout quand ce sont tes parents. Il n'y avait qu'un parent sur les deux, c'était moi, mais ça ne t'alarmait pas. Tu manges ton menu enfant et j'ai peur de te bouffer ta menu enfance, l'enfance si fragile dans ses yeux immenses. Il n'y a pas de menu mère isolé, mais il y a bien un pichet, le pichet qui n'arrange en rien mon phrasé. La gueule dans le pichet, je te regarde converser avec ta bavette, je hurle dans les tempes, Simon! Arrête de manger, aller au restaurant, ce n'est pas fait pour manger, c'est pour entendre des mauvaises nouvelles ou en annoncer les terribles. Tu n'entends pas, je crois que c'est parce que je parle dans mes tempes. Parler dans ces tempes donne mal à la tête, le vin qu'il y a dedans empire tout. Tu es très occupé, c'est fou ce que ça occupe les frites, ça vous déborde un enfant. Tu crois que le restaurant est une vaste boîte à frites gratuite. Il n'y a rien, rien qui ne t'inquiétera jamais. Le tintement des verres, le concert des couverts, tout le monde semble arriver à attendre des bonnes nouvelles et en entendre des mauvaises. Tout le monde semble arriver à les dire. Il y a cet effroi sympathique dans la boîte à frites. Cet effroi sympathique des gens qui se retrouvent autour d'une table carrée pour s'annoncer des choses terribles, qui ne changeront rien à la forme de la table, ni au goût des plats, mais qui rendront bientôt le décor absurde et sans charme, la table ronde et le dessert salé. Tout bientôt sera déserté. Les couples, les familles, les amis s'en vont déjà régler. Une fois réglés les secrets dans les fonds de tiroir, une fois réglés les amantes dans les placards, on va régler tout ça une dernière fois au comptoir et on n'en parle plus. J'ai même pas commencé le grand règlement. L'appétit de mon fils me désole, m'écrase l'hypothèse même de la phrase. Les frites du fils me consternent. Commencer par un mot, lequel cependant. C'est bon, Simon. Le garçon me sourit de la purée entre les dents. Simon, ton père est parti ce matin. Ce matin, ton père est parti, Simon. Père parti ce matin. Papa plus là. Papa parti. Au revoir, papa! Je ne sais pas ce qui me prend. Au revoir, papa! Je ne sais, je ne sais. Pourquoi papa n'est pas là? Reprends-tu calmement. Papa n'est pas là parce qu'il est parti. Tu dis, ah d'accord, et tu remets la frange dans les frites. Tu me demandes pourquoi il n'est pas là, et je te réponds parce qu'il n'est pas là, et tu es rassuré. Comment t'inquiéter, mon fils? Rien ne t'inquiétera donc jamais. Simon, il est parti, ton père, paf, tac, boum. Je ne sais pas ce qui me prend, à part les l'onomatopée pour dire l'ineffable. En plus, ça te fait rire. Je reçois un peu de frites mouillées sur la joue. Quand les hommes qui ne fument pas partent acheter des cigarettes, ça veut dire qu'ils partent et qu'ils ne reviennent pas. Tu ris encore, que dois-je faire, Simon, pour que tu ne ris pas quand je te parle, alors qu'on veut toujours faire rire un enfant, mais quand je veux te faire rire, tu ne ris pas. Le serveur te refourgue une assiette de frites parce que tu es mignon. Il dit, je ne sais pas si c'est pour te séduire toi ou moi. Dans tous les cas, ça ne m'arrange pas. Te revoilà, la frange dans les frites, et la nouvelle n'est toujours pas passée. Simon, tu vois qui c'est, ton père? Le petit garçon s'arrête de babiller. Ah, encore une fois, tu étais le chef d'orchestre du manège dans ta tête, tu le sais, depuis que nous sommes rentrés dans la boîte à frites. Tu prends une grande respiration. Ça y est, j'ai peur. C'est moi qui ne veux pas apprendre la nouvelle que je connais. C'est moi qui ne veux pas entendre la nouvelle qu'il me fallait t'annoncer. Je finis d'un trait le pichet. Tu dis, maman, je voulais te dire, papa est parti. Je me lève et je vais régler. Tu avais ramené une amoureuse à la maison. On était à la maison et il y avait une amoureuse dedans. Tu m'as dit, maman, c'est mon amoureuse. J'ai failli faire une crise cardiaque. Les amours si tôt? J'avais oublié qu'on était si jeunes, les pieds dans le plat, la main dans la culotte, la gueule au microscope. Ah, bonjour, je dis, accoudé au comptoir. Il y avait un comptoir, je l'avais sous le coude. Je suppose que ton amoureuse a un prénom? Souvent, les amoureuses ont des prénoms, c'est d'ailleurs comme ça qu'on ne les confond pas avec les amantes.
je me retrouve à boire un jus d'orange avec l'amoureuse de mon fils, 8 ans, qui me regarde bien tranquillement. Elle me demande quel métier j'exerce. La conversation s'annonce bonne. Elle se demande si Simon vaut le coup, si c'était un bon parti, est-ce qu'elle peut envisager une relation sérieuse avec lui. Je dis, j'écris. Elle dit, c'est quoi comme métier ça? Oui. Simon renchérit, Simon tu aimais renchérir, tu dis, le métier de la maman de Solange, c'est institutrice. J'ai cru que tu ne réussirais pas à dire le mot, mais ça y est, tu l'as fait. Tu es content? Il a l'air noble pour toi ce mot. Un vrai nom de métier de maman avec des cuisses fines et des talons hauts. Institutrice, on en a plein la bouche, avec plein de thé dedans, du nom du métier de la mère de Solange. Vous, mes deux petits anges, j'ai envie de vous jeter par la fenêtre, mais ça ne se ferait pas pour une première rencontre avec ma gendresse, 8 ans, qui me fait comprendre que mon métier n'est pas un métier de maman. Va te faire foutre, Solange, barre-toi avec ton serre-tête, tu me serres la tête. Rien qu'à te regarder, te serre pas, mon fils. Éloigne de ces boucles blondes, tes barrettes de Barbie. Rentre chez ta mère, l'institutrice. Arrête de boire mon jus d'orange, celui de mon fils. Je fais signe à mes tangues de se taire. Je dis, c'est intéressant, institutrice. Oui, oui. Répéter tous les jours des syllabes à des analphabètes en salopette, ça doit être enrichissant. Ça, je l'ai pas dit. Simon la regarde, Solange, avec un air ahuri. Je crois que c'est la première fille que tu vois de ta vie, sinon tu ne serais pas ahuri comme ça, Simon, espèce d'abruti. Est-ce que c'est comme ça que je t'ai élevé? Elle n'est même pas belle, ta femme. Avez-vous des projets pour cet après-midi? Les deux anges sourient. Mon Dieu, en plus ils ont des projets. Des projets. Si jeunes. Quelle tristesse. Quel gâchis. Vous allez jouer, et puis je n'attends pas la réponse, je dis, je vais à mon bureau... écrire, faire mon métier. Je ne veux pas savoir à quoi ils vont jouer. En plus, sous mon toit, ça me soulève les tripes. Depuis, je les ai rangées, les tripes, dans la boîte aux tripes. Elles se soulèvent beaucoup moins comme ça. Simon, je ne t'en veux pas. Solange aujourd'hui, demain, Pénélope. Des fois, je me rassure. Je me dis, comme ça je n'aurai pas à connaître ta femme, ton métier et ta vie médiocre. Je n'aurai pas à répondre gestion de projet, Natacha et bonhomme de chemin quand on me demandera Simon comment va. Je n'aurai pas à me désoler de t'avoir mis dans le monde. Peut-être mon fils, quand tu aurais été grand, tu aurais commencé tes phrases par au final et tu les aurais finies par à la base. Peut-être que tu n'aurais raté aucune opportunité de relever des challenges. Peut-être que tu aurais fidélisé ta femme et impacté sur ton bébé. Peut-être que tu n'aurais pas aimé les livres. Peut-être que tu aurais roulé en BM et parlé aux animaux. Peut-être que tu aurais trouvé que la guerre fait des morts. Peut-être que la faim dans le monde t'aurait donné un petit creux. Mon fils, je sens que tu m'aurais énervé de toute façon. Tu rentres, il est 17h, tu es chiffonné. Je récupère mon fils chiffonné sur le seuil. Qu'est-ce qui te chiffonne, mon fils? Je me suis fait moquer. Tu dis, je me suis fait moquer, et ça me donne envie de t'aimer encore plus. Je te décolle du seuil, je te mets devant des chocs à pic. Les chocs à pic, ça rappelle à un enfant que la vie c'est bien. Même quand on s'est fait moquer dessus. Tu boules les chocs à pic, d'abord, puis tu as faim. Le goûter, c'est une institution. Tu les manges en boudant comme il convient. Qu'est-ce qu'on t'a fait, Simon? On m'a rien fait. C'est ma faute. C'est ta faute à toi, toi qui es trop beau. Je suis pas montée à la corde. Autour de la corde, il y avait toute la classe. C'était l'heure du sport. Il fallait monter à la corde, se faire très mal aux mains, avoir le vertige dans le ventre en haut de la corde qui bouge, avec tous les visages qui te regardent face vers plafond. Il fallait faire ça, encerclé par les jogging et le chronomètre de la dame sport, vernis violet, banane accrochée au bourrelet. J'y suis pas allée, je voyais pas pourquoi j'aurais dû me faire très mal aux mains et avoir le vertige dans le ventre, en haut de la corde, surtout si c'était pour redescendre juste après. Au plafond, il n'y avait rien à gagner, et puis on le voyait mieux du sol, le plafond, que la face juste dessous. Mon fils, toi qui as des arguments d'acier, mon fils, toi qui es fou, j'admire ton refus. J'admire ta radicalité alors que tu es si petit, ta radicalité au jogging, ta radicalité du mardi.
Mais je ne peux pas te dire ça, alors je dis. Tu avais peur, Simon? Je n'avais pas peur, et là n'est pas la question. Je viens de me faire latter, une fois de plus, par un garçon qui mange des chocs à pic en jogging vert. D'accord. Tu t'es fait moquer par qui? Par tous les autres qui, eux, étaient montés à la corde, qui ont eu tellement peur qu'ils ne dormiront pas cette nuit. Ils m'ont dit « poule mouillée ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que c'est se faire moquer dessus quand d'autres enfants t'appellent comme ça. Je ne dément pas. C'est pas grave, je dis. Toi, tu dormiras bien cette nuit, tu as préféré faire confiance à tes tripes. Tu ne fais pas attention, mais tu es content d'avoir ma voix en bruit de fond. C'est ça qui est bien quand on a une maman. On n'est pas obligé d'écouter, mais c'est bien de savoir qu'elle est là quand même, toujours prête à parler, que sa voix nous revient en écho. Une maman, c'est un bruit de fond que personne d'autre n'entend. Rien ne vaut une maman, c'est ma mère qui me l'a dit. Mon père n'a pas beaucoup connu mon fils. Mon fils est mort, mon père va mourir. Si un autre fils naît, le père déjà sera mort. Je ne sais pas si je ferai d'autres fils. Je veux rester ta seule mère, même dans la mort, je ne suis pas une machine à fils. Un second fils ne remplace pas la mort première, le premier fils, l'unique père. Avoir un autre fils, un fils qui ne serait pas toi, quel est le sens? Je ne sais pas. Mes copines, souvent les filles ont des copines, avant j'avais des copines. Maintenant ce sont des gens au féminin qui me regardent très profond et que je n'écoute pas. Me disent, t'as qu'à en faire un autre. T'as qu'à en faire un autre, disent les copines. J'ai qu'à. Elles ont eu qu'à. Elles se sont bien fait avoir, bien prises, bien nues. Leurs fils à elles les ont eu d'un inconnu. Leurs fils à elles, ils se sont fait vite fait, dans le noir, dans le brouillard de la pierre, sur un fond de tiroir. Leurs fils à elles les ont eu dans la précipitation d'un sperme prévisible, d'un sperme triste. Et si je désignais les choses, moi aussi, avec des mots trop grands, je dirais d'un sperme sale. Mais je ne les désignerai pas. Quand on n'a plus de mots pour se désigner soi, on n'a pas à les désigner les autres. Alors les copines, je ne les désigne pas. Avec leurs pères inconnus et leurs fils vite fait, je ne les désigne pas. Alors je ne veux pas qu'elles le fassent non plus, qu'elles désignent comme ça, sans y penser, le fils disparu, qu'elles désignent comme ça, en pensant à côté, le fils qu'elles veulent me sortir du cul. Lâchez-moi avec ma disparition, lâchez-moi, j'en peux plus d'être la prise de vos pamoisons. Laissez-moi seule avec mon fils disparu, arrêtez de me flanquer vos sentiments frétillants, là où j'en ai plus. Quand le verre est fini, quand elles m'ont dit 3 fois que j'avais qu'à en faire un autre, elles prennent un autre verre. Je ne prends pas d'autre fils. Les copines se mettent à me parler de leur fils à elles. Elles sont très contentes de me donner de leurs nouvelles. Je me réjouis pour elles qu'elles soient contentes pour une raison aussi désolante. Pendant qu'elles parlent ainsi de leur mercredissage, de leur joli coloriage et de leur se moucher tout seul à un si jeune âge, je pense au père de mon fils à moi. Pas mon père, le père de mon fils. Mon père du fils. Le seul père de mon seul fils. Je pourrais le retrouver. L'appeler d'abord, puis le retrouver. Je l'ai appelé. Il a répondu. C'était fou. Même numéro, même voix. C'était toi. Mon numéro d'urgence. Allô, il a dit. C'était fou. Allô, il dit. La vaste chanson des pères du monde. Allô, il répète. Ah oui, c'est à mon tour. C'est moi, je dis. C'est étrange de dire c'est moi, c'est forcément toujours moi quand je t'appelle, mais ça t'a suffi. Là, c'était fou. Tu as dit mon prénom. Avec toutes ces voyelles, tu n'as oublié aucune lettre, moi qui avais tout oublié. Tu l'as dit mon prénom sans trembler, tu m'as renommé. Mes tympans ont explosé. Jeanne, des gens et des anges passent. Jeanne, c'est toi? Oui, je dis, quel bonheur. C'est stupide et bancal, mais oui, quel bonheur. C'est bien ça qu'il faut dire. Quel bonheur de dire oui à celui qui appelle ton prénom. On ne peut plus rien dire après ça. Tu as dit Jeanne. J'ai dit oui, ça y est, tout est dit. Pourtant, le soir même du Jeanne et du oui, je m'en vais te retrouver dans une boîte à bière. Tu es un homme maintenant. Tu étais déjà un homme la dernière fois d'ailleurs. Tu fumes, tu ne fumais pas avant. Ça, j'en suis sûre, alors je le dis, pour la conversation. Tu dis quand on part acheter des cigarettes et qu'on ne revient pas se mettre à fumer, c'est plus correct. Je ris, je crois. Simon est mort 1 an après ton départ. Il a survécu 1 an. Non, ce n'est pas de la faute des parents qu'ils partent ou qu'ils restent.
si les enfants meurent aussi. Savourer le silence moelleux de la reconnaissance, ça fait 2 ans, 3 mois, 1 semaine et 4 jours. Tu demandes, tu tiens le coup? Sans faire semblant de réfléchir, je dis, et toi? Le silence est moins moelleux tout d'un coup. La qualité de silence amoindrie entre nous. On boit de la bière. La bière, ça rend les beaux garçons bavards. Avec la bière, les hommes sortent mieux les mots de leur bouche. J'en profite. Tu m'en fais un autre? Tu t'étouffes. Un autre Simon? Non, un autre fils. Tu t'étouffes. Pas ici, tu dis. Ce n'est pas si drôle, mais je ris. Je m'appelle Jeanne et tu me fais rire. On dirait que Simon est vivant. Je m'appelle Jeanne et tu me fais rire.